Il était une fois un homme de la campagne devenu peintre et qui placarda le monde paysan sur les cimaises des musées. Leurs grosses mains, leurs sabots boueux, leurs visages fatigués. Il les montra en vrai. De cette façon, il fit basculer les codes de la peinture. Certains de ses tableaux sont devenus des icônes. Mais qui était vraiment Jean-François Millet ? Jean-François Millet est né donc dans un petit hameau de Gruchy, près de Cherbourg. Il est né dans une famille de paysans, mais de paysans relativement aisés, pas des métayers, vraiment des paysans qui avaient des terres, qu'ils cultivaient eux-mêmes et qui n'étaient pas fortunés, mais qui avaient une forme de culture et surtout une religiosité très importante. C'était un milieu, je dirais, uni, affectueux, ouvert sur le monde du livre, sur le monde de la culture. Donc un monde un peu privilégié dans le monde de la campagne française. L'Angélus est son tableau le plus connu. Il représente deux paysans qui ont posé leurs outils pour réciter leurs prières. Toute sa vie, Millet vit à Barbizon, à la campagne, préférant la compagnie des gens de la terre aux mondanités de Paris. Puis Barbizon devient tendance et accueille les impressionnistes, aux grandes dames de Jean-François Millet. On peut être surpris de ce parcours d'un enfant vraiment de la campagne, sinon profonde, très isolé, vers la gloire la plus grande. Mais toujours est-il qu'effectivement, il faisait des dessins qui vraiment étonnaient son entourage. Et un jour, effectivement, son père, qui était un homme donc paysan mais ouvert d'esprit, a décidé qu'effectivement, il fallait le laisser aller dans cette voie. Et l'a conduit à Cherbourg, auprès d'un peintre qui donnait des leçons à des jeunes enfants au musée de Cherbourg. Et la grande chance de Millet dans cette affaire-là, c'est qu'à Cherbourg, il y avait un musée très joli et important, qui était le musée Thomas-Henry, qui existe toujours, ce qui en 1835 est très rare dans une petite ville de province. Et avec une très jolie collection qui était comme une espèce d'encyclopédie de l'histoire de l'art. Donc il a pu faire un apprentissage tout de suite sérieux et solide. C'est un homme qui travailla toute sa vie en faisant, à partir de sa propre mémoire, mémoire de ses livres, mémoire de ce qu'il avait lu, de ce qu'il avait vu dans son enfance et qu'il continuait de voir et d'observer très longuement autour de lui à Barbizon, puisqu'il habitait là encore à l'orée d'une grande plaine et donc des champs. Et donc comme il ne travaillait pas de fiction en quelque sorte, il n'a jamais imaginé des dessins qu'il n'ait vus, des scènes qu'il n'ait regardées, qu'il n'ait observées. Il travaillait vraiment, sans doute était-ce une volonté, peut-être une incapacité. Il a ouvert le chemin aux impressionnistes. Vincent van Gogh a vu en lui un guide. Et ce qui est évident, évidemment, c'est immédiatement Pissarro, qui lui doit beaucoup, c'est Gauguin, qui lui doit beaucoup aussi, et puis évidemment, il ne faudrait pas oublier Van Gogh. Mais Van Gogh, c'est plus qu'une influence, c'est presque une espèce de rencontre entre deux êtres, entre deux âmes, entre guillemets, comme aurait dit Van Gogh. Tellement Van Gogh est quelqu'un qui non seulement s'est intéressé à l'art de Millet, mais aussi à l'homme, et qui s'est projeté dans ce qu'était Millet pour lui. Dans ce sérieux, dans cette profondeur, dans cette religiosité en quelque sorte, il y voyait un peu comme son alter ego. Ça va au-delà de la peinture. Deux peintres qui ont rêvé devant le même ciel étoilé.